Nicolas, on va passer à la prochaine présentation, donc, qui sera donnée par Alexa Latapi et qui va nous faire remonter un peu dans le passé parce qu'elle va nous parler de data rescue, notamment de data rescue en marégraphie. Parfait, je teste juste. Nickel. Bonjour à tous, je suis Alexa Latapi et je travaille au CHOM en tant que responsable des activités de reconstruction et de valorisation des séries historiques d'observation du niveau de la mer. D'abord, pourquoi est-ce qu'on mesure le niveau de la mer ? On se rend compte que dans le contexte actuel de changement climatique, la mesure du niveau de la mer, ça représente un enjeu actuel et une forte préoccupation sociétale. Si on regarde... Alors, est-ce que mon pointeur... En fait, on a une couverture globale des mesures du niveau de la mer depuis les années 90 avec les données altimétriques satellitaires, donc qui couvrent l'ensemble du globe. Et on voit ici que depuis les années 90, ça rend compte en fait d'une forte hétérogénéité spatiale des variations du niveau de la mer. Si on veut regarder avant les années 90, heureusement, on a des mesures qui sont issues des marégraphes. Et donc, en combinant ces mesures issues des satellites avec les mesures, du coup, in situ des marégraphes, ça nous permet d'accéder au changement séculaire du niveau de la mer. On se rend compte que, du coup, lorsqu'on s'intéresse à des longues séries de données, ça va nous permettre de calculer des tendances d'évolution du niveau de la mer. Et ces tendances d'évolution, le calcul des tendances va être fortement variable en fonction de la durée d'observation qu'on considère. Sur cette figure qui est peut-être un peu barbare au premier abord, on a les niveaux moyens annuels pour Brest entre 1900 et l'actuel, qui sont représentés en noir. Et on a tracé les différentes courbes de rédrection en couleur, les tendances qui sont calculées. En fonction, si on prend une période assez courte, donc les 5, 10 ou 20, 30 dernières années, donc c'est les courbes plutôt en rouge, et progressivement on va rallonger la série de données, donc là on part vers le vert et vers le bleu, et on va avoir une série de plus en plus longue pour le calcul de la tendance. Et ce qui est représenté en dessous, du coup, c'est la tendance qui est calculée, et avec l'incertitude associée. Et on se rend compte bien ici que lorsqu'on prend une période assez courte, on a des incertitudes qui sont très variables d'une année à une autre, et une incertitude qui est associée assez importante. Et ça, c'est lié à l'influence des effets atmosphériques à grande échelle. Et tous ces effets, en fait, sont plus ou moins gommés lorsqu'on prend 60 ans minimum de mesures. D'où la nécessité, lorsqu'on s'intéresse aux tendances d'évolution, d'avoir des mesures les plus longues et les plus continues possibles. Dans une autre mesure, en fait, lorsqu'on se penchait vers le passé et vers des mesures historiques, ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance des phénomènes extrêmes. L'exemple qui est illustré ici, c'est le travail qu'a porté les travaux de thèse de Laurie Saint-Cric et d'autres collaborateurs qui se sont intéressés justement aux phénomènes extrêmes, à quantifier en fait des tempêtes passées et de faire des analyses statistiques dessus. Et sur les différents graphiques, là vous avez pour différents sites, avec en gros les couleurs qui sont plutôt en noir, ce sont les analyses statistiques, les périodes de retour qui sont calculées pour différents observatoires avec les mesures systématique, donc on va dire sur la période essentiellement avec les marégraphes numériques. Et ponctuellement, ils ont fait des recherches dans les archives et ils ont rajouté en fait des tempêtes et des surcotes passées. Et ils ont refait le calcul sur les périodes de retour. Et on voit cette fois-ci qu'en fait, en prenant en compte des phénomènes passés, ça a permis d'améliorer, ou en tout cas de réduire les incertitudes et d'améliorer les statistiques sur les tendances des niveaux extrêmes à long terme. Et tout ça, en fait, c'est un travail qui est fait avec des mesures, du coup, soit quantifiées, mais aussi également avec dans des recherches dans les archives pour quantifier ces tempêtes historiques. Et c'est notamment le travail du groupe de travail tempête et submersion historique, dont il y a un poster qui est présenté par Nathalie dans ces 3 jours. Donc voilà, l'apport des mesures historiques. Donc tout ça, l'avantage en fait, c'est qu'en France, on a un patrimoine historique qui est assez conséquent, puisqu'on a des mesures qui remontent au milieu du XIXe siècle, avec le premier réseau d'observation du niveau de la mer, enfin mesures marégraphiques qui ont débuté au milieu du XIXe siècle. Donc vous avez une carte, avec quelques observatoires qui sont présentés ici. Et ces mesures, forcément, en fait, par rapport aux mesures actuelles, c'était pas en format numérique, c'était initialement en format papier. Elles se présentaient soit sous 2 formes, soit sous forme de registre de marée,
où là on avait un observateur qui relevait sur des tableaux, des feuilles de papier, la hauteur d'eau qu'il lisait sur une échelle de marée. Ou alors après on a eu l'invention du marégraphe qui permettait du coup de retranscrire directement le signal de marée sur des courbes de papier, enfin sur des feuilles de papier. Et donc, malgré tout ce patrimoine scientifique important, on se rend compte que ces données, elles sont encore largement sous-exploitées parce qu'elles sont toujours en format papier. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait une reconstruction, l'idée, c'est de transformer ces données qui sont initialement en format papier en données numériques exploitables par la suite. Et tout ça, il y a plusieurs étapes qui sont plus ou moins chronophages. La première, c'est de faire un inventaire, essayer de récupérer, de savoir exactement où sont conservées les données, parce qu'au cours du temps, on en a pas mal qui ont été stockées dans les archives du CHUM, mais ça a pu être disséminé au cours du temps dans certaines autres archives, les archives départementales, certaines dans les archives des grands ports, dans certaines collectivités. Et l'idée dans cette première phase, c'est de récupérer, essayer de savoir exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir exploiter en tant que données, donc les registres et les marégrammes, ce que j'ai présenté plus tôt, mais également tout ce qui est métadonnées. Donc tout ce qui va nous permettre de contextualiser la mesure, de nous donner de l'information sur pourquoi elle a été faite, quel zéro par exemple a été utilisé lors de la mesure, etc. Et ça va être notamment utile dans les étapes suivantes de vérification et de qualification. Après évidemment, vu qu'on a du format papier, il va falloir scanner tous ces documents, extraire la donnée de hauteur d'eau, donc soit numériser le signal de marée ou alors retranscrire toutes les valeurs qui sont écrites à la base sur les tableurs dans des tableurs numériques type Excel. Et après, il y a toute une phase du coup de validation, de mise en cohérence, mettre tout par exemple au même zéro, au même système de temps, pour pouvoir qualifier la donnée et pouvoir par la suite pouvoir l'exploiter pour différentes analyses. Donc en termes de reconstruction, le CHUM a réalisé et en collaboration avec d'autres organismes plusieurs reconstructions, soit dans le cadre de projets de thèse, ça a été le cas de la reconstruction de Brest, la reconstruction de Dunkerque, celle des Pertuis charentais et également à l'étranger avec la reconstruction de Douala et d'Abidjan. Il y a eu aussi des reconstructions qui ont été faites plus dans le cadre des projets qui ont été financés par les régions ou même par des grands ports. Ça a été le cas de la reconstruction de Saint-Nazaire. D'autres qui ont été faites dans le cadre de plans d'action des préventions des inondations. C'est le cas de la reconstruction de Saint-Malo, Saint-Servant et celle de Bourse-Franc-le-Chaput pour l'estuaire de la Seudre. Et d'autres qui ont été faites dans le cadre de projets européens, tels que celle de Sokoa dans le cadre du projet Esponda. Donc tout ça, après, lorsqu'on a des séries du coup rallongées qui remontent sur plusieurs siècles, ça va avoir diverses applications et exploitations, soit pour la recherche scientifique pure, soit plus pour la gestion côtière et les aménagements littoraux. Donc par rapport à ce que je disais au début, là c'est un peu un exemple illustré par rapport aux différentes reconstructions qui ont été faites, quel va être vraiment l'apport direct des séries rallongées en termes d'estimation de tendance. Et vous avez en fait sur différentes séries les tendances qui sont calculées lorsqu'on prend la période 1960-2021 et lorsqu'on prend 1890-2021. Et on se rend compte pour ces différents sites que plus la série de données est longue, plus on réduit les incertitudes, donc ça on l'avait déjà plus ou moins montré, mais qu'il y a vraiment une variabilité des tendances d'un site à un autre. Et ça c'est lié à des effets locaux. Donc on a vraiment besoin d'avoir des reconstructions les plus complètes et les plus dispatchées possibles parce que le niveau de la mer il n'évolue pas partout de la même manière. Et ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a une hausse du niveau de la mer depuis le 19e siècle, mais bon, ça je pense que c'est avéré depuis quelques temps. Et après, toutes les séries reconstruites vont pouvoir être utilisées dans des modèles de projection future. Au niveau des phénomènes extrêmes, il y a eu tout un travail qui a été réalisé dans le cadre de la reconstruction de Saint-Malo, dans le cadre du PAPI d'intention Saint-Malo. Et donc, on a fait un travail sur les tempêtes, sur la période historique, donc du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est intéressé aux surcotes de pleine mer. Donc, la surcote de pleine mer, c'est la différence, il y a un petit dessin là-haut qui le représente, c'est la différence entre la hauteur de la pleine mer prédite et la hauteur de la pleine mer observée. Et donc avec notre série rallongée, on a fait un exercice avec la série donnée disponible initialement, c'est ce que j'appelle la série DataShom, donc qui était disponible depuis les années 90 jusqu'à maintenant, et après avec la série historique, donc là qui remonte au milieu du 19e siècle.
Et donc ce qu'on a voulu voir, c'est déjà on voit bien qu'avec la série reconstruite, on a beaucoup plus de surcote de pleine mer, prise en compte forcément, puisqu'on remonte dans le temps. Mais on a voulu voir comment évoluait l'intensité et la fréquence des phénomènes extrêmes. Donc on a regardé annuellement combien d'événements dépassaient un certain seuil arbitraire qu'on avait fixé à 50 cm. Donc ça, c'est la figure du haut pour Saint-Malo. Et on a regardé annuellement aussi quelle était la surcote de pleine mer maximale qui était observée à chaque fois. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, en termes d'intensité, il ne semble pas qu'il y ait forcément une augmentation significative de l'intensité des tempêtes, même si on a une surcote max qui est observée ici en octobre 2000. Mais sinon, globalement, on ne voit pas vraiment de hausse, enfin en tout cas d'intensification des tempêtes. Mais par contre, en termes de fréquence, même si on a des lacunes dans la série observée, on voit bien que sur les dernières décennies, on a de plus en plus d'événements qui dépassent ce seuil justement de 50 cm. Et donc ça, en termes de risque de submersion sur un littoral, c'est potentiellement important parce que s'il y a plus d'événements qui dépassent ce seuil, il y a un risque d'érosion qui est aussi plus important. Donc ce qu'on a voulu faire aussi, c'est calculer les périodes de retour, donc les événements centenaux, millénaux, à partir de nos deux jeux de données, soit la série DataShom, donc avec les données plus ou moins récentes, et la série reconstruite. Et ce qu'on voit bien encore ici, c'est qu'à partir de la série reconstruite, historique, on réduit notre surcote de pleine mer pour un événement centenal, donc de 1,01 mètre à 0,97 mètres, mais on réduit surtout l'intervalle de confiance de 95%. Et donc ça permet vraiment d'affiner tout ce qui est, pas prédiction, mais ça pourra être utilisé aussi dans des projections futures et tout ce qui est gestion d'aménagement du littoral. Donc maintenant, que reste-t-il à faire ? Il y a de nombreux sites encore qui disposent de données, en fait, qui dorment dans nos archives et qui n'ont pas encore été exploités. Côté Manche, on a deux sites tels que celui de Cherbourg ou du Havre, où il y a plus de 90 ans de mesures, où on couvre quasiment tout le XXe siècle. Enfin, ça, c'est tout ce qui a été référencé et inventorié à ce jour, parce qu'il y a peut-être encore des données qui ont été conservées dans d'autres centres d'archives. En Méditerranée, on a dans les archives du CHOM globalement et peut-être d'autres archives aussi 40 ans de données inédites minimum qui pourraient être exploitées. Et il y a d'autres sites aussi tels que les estuaires, où là on a réalisé avec Sonel un inventaire dans les archives du Grand Port Maritime de Bordeaux, où on s'est rendu compte que dans ces archives, il y avait un trésor, parce qu'il y avait une vingtaine d'observatoires avec plus de 1500 années de mesures disponibles. Et qu'avec ces années d'observation, ça nous permettait ça couvrait quasiment tout le XXe siècle pour de nombreux sites, tels qu'ici pour Bordeaux, où on couvre quasiment tout le XXe siècle. Et ça permettait du coup d'amont en aval ça permettrait plutôt d'étudier la dynamique estuarienne, voir comment elle a évolué, voir comment les marées ont évolué, l'amplification de la marée également. Et ça peut avoir beaucoup d'intérêt pour la protection des littoraux et des enjeux portuaires et industriels. Mais je n'irai pas plus loin aujourd'hui, parce qu'on a un poster et il y a une session en plus dédiée aux estuaires mercredi, donc on pourra en parler plus tard à ce moment-là. Donc toujours dans cette optique un peu de communiquer et d'essayer de créer une méthodologie sur ce qu'on appelle le data rescue. Il y a eu un workshop qui s'est déroulé en mars 2020, qui a été co-organisé par le CHOM et le LIANS, qui s'est déroulé à Paris, à l'UNESCO, et sous les auspices du COI, du GLOS et du groupe de travail sur les marées, les niveaux d'eau et les courants. Et l'objectif de ce workshop, c'était de réunir du coup des experts internationaux concernés par ces activités de data rescue, afin d'explorer en fait tout le potentiel et essayer de trouver une approche plus pragmatique, plus soutenue en fait de la coopération au niveau international. Et lors de ce workshop, on a réussi à réunir une 50aine de personnes. Bon, si vous voyez les dates, ça vous rappellera peut-être une sacrée période. Donc, il y a eu une dizaine en distanciel, mais ça a été quand même un succès, puisque ça a permis du coup de discuter 5 grands thèmes. Une partie vraiment plus sur l'inventaire, sur la méthodologie, sur comment on recherchait les métadonnées, sur l'application de toutes ces séries reconstruites, et plus discuter autour de l'organisation de la communauté, comment était financé ce genre de projet, etc.
Et il y a eu au final une proposition de recommandation à appliquer. Donc vous pouvez le rapport en fait est disponible en ligne sur le site de GLOS. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le récupérer. Et donc en résumé, je vais conclure ici en disant qu'on a des séries historiques qui sont les seules qui permettent de fournir des durées suffisamment longues pour s'affranchir de la variété climatique et de dégager des vitesses d'élévation séculaire. Ça nous donne accès à des tempêtes passées, et donc quantifier ces tempêtes, ça va nous permettre de mieux protéger les littoraux face au risque de submersion marine, en améliorant les statistiques sur les périodes de retour. Et finalement, on a un patrimoine français qui est assez important, mais qui est sous-exploité, parce que c'est des opérations qui sont chronophages, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut de l'ARH pour ça. Et il y a un risque, par contre, de perdre ces données en fait, avec le temps, parce qu'il y a le risque qu'elles se détériorent, malgré tout, ou qu'elles soient jetées dans certains endroits. Et donc, il y a déjà de nombreux projets qui ont déjà été menés, mais il en reste de nombreux encore à faire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on en discute. Voilà, merci de votre attention. Merci Alexa. Donc on va prendre le temps quand même de prendre quelques questions dans le public. J'ai une question sur la qualité et l'incertitude sur la donnée. On a, donc la donnée date d'il y a très très longtemps sur certains sites. On a tout le processus, donc les matériels évoluent avec plein de matériels différents. Des marégraphes qui sont pas ceux de maintenant sont différents de ceux qui étaient utilisés avant. On a avant tous les processus de numérisation, de qualité du papier, ou plus de métadonnées. Vous savez peut-être pas, vous manquez un certain nombre d'informations. Il doit y avoir des interrogations qui se posent quand vous numérisez les données. Sur les marégraphes actuels, on gagne en précision, mais on sait qu'il y a toute une époque où on a une pollution des données par des effets de sèche qui créent encore une incertitude. Est-ce qu'il est prévu de donner ou d'ajouter un indicateur qualité, ou de renseigner un petit peu sur la qualité de la donnée ou son évolution au travers du temps quand on a des longues séries comme ça? Ouais. Alors, déjà, quand on réalise nous, ce genre de reconstruction, on attribue déjà une étiquette plus ou moins qualité à nos données. Je n'ai pas de slide sur ça. Mais en gros, on a 4 étiquettes qualité. Une, c'est l'étiquette 1, c'est qu'on considère qu'elle est de très bonne qualité. Il n'y a pas eu de correction dessus. Lorsqu'on a fait toute notre phase de validation, lorsqu'on l'a comparée, on compare souvent avec les prédictions de marée. Enfin, on fait différents tests pour vérifier en fait, si la donnée elle semble probable ou non. Donc ça, c'est l'étiquette 1. L'étiquette 2, c'est qu'on a fait des corrections dessus, mais elle semble correcte. L'étiquette 3, c'est on a fait des corrections, elle nous semble... Elle est douteuse, mais on décide de la garder parce que pour une raison X ou Y, parce que justement on manque d'informations peut-être dans les métadonnées, et la supprimer, en fait supprimer de la donnée. Il vaut mieux avoir une donnée même qui semble incertaine que pas de donnée du tout. Et après l'étiquette 4, c'est une étiquette qui est supprimée. Enfin, une donnée qui est directement supprimée. Donc déjà, en fait, il y a ce travail de donner de la qualité, enfin une notion en fait de qualité à la donnée. On n'a pas encore réussi à quantifier, vraiment mettre une incertitude directement, parce que comme vous le dites, il y a tout. C'est assez difficile de quantifier. On arrive à savoir en termes d'appareils. Par exemple, avec les échelles de marée, on avait malgré tout une assez bonne incertitude en termes d'observation, puisque environ on est à l'ordre de 5 cm, quoi, même moins de 5 cm. 2 cm, enfin 2-3 cm autour du marégraphe à flotteur et 1 cm pour le marégraphe radar. Mais il y a tout ce travail justement de numérisation, de scan du papier qui est encore difficile à quantifier. Donc pour l'instant, en fait, c'est une des pistes d'ailleurs de réflexion qu'on a eu lors de ce workshop, c'est essayer de donner une incertitude à la donnée, et on n'est pas encore réussi à le faire. Mais globalement, on a des données qui sont de bonne qualité et qui sont utilisées pour de nombreuses études. Bonjour. Océane Antoine, je voulais réagir sur la partie statistique. Donc moi, je travaille plus particulièrement dans le domaine des crues. Et j'ai vu récemment une présentation, donc c'était la Wallonie, suite aux épisodes de crues intenses de juillet 2021, qui a retravaillé en fait le traitement statistique des
de ces phénomènes extrêmes. Et donc je voulais partager ça avec vous, plutôt que de se concentrer sur des phénomènes ponctuels dépassant un seuil. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retravaillé leurs données statistiques en prenant les maxima annuels saisonniers, donc maxima hivernaux et été, et ça leur permettait en fait d'avoir des meilleurs résultats en termes de période de retour, là où ils avaient des problèmes en termes de phénomènes extrêmes, où ils n'en avaient pas suffisamment pour avoir une donnée statistique suffisante pour en tirer des conclusions. Donc voilà, c'était une réaction peut-être pour les marées, peut-être que c'est intéressant de prendre le maximum annuel. On s'était posé la même question en fait, au lieu de prendre la surcote, de juste prendre les hauteurs d'eau totales en fait. Mais le problème, et particulièrement pour Saint-Malo, c'est qu'on a des marées qui sont assez importantes et qu'en fonction qu'on est dans des périodes de petits coef ou de gros coef, on ne va pas avoir la même chose. Et forcément, la hauteur d'eau ne va pas être forcément la même. Et donc, en fait, utiliser la surcote, c'était s'affranchir justement de ce cycle de petits coef, gros coef, marée de Vivo, petit eau, Vivo, morteau. Et ça permettait un peu de linéariser tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a tout qui pourrait être utilisé. Là, c'était juste une application et ça pourrait clairement être fait pour d'autres sites. Bonjour, Guillaume Brunier de CNRS Guyane. J'aurais une question j'aurais plein de questions d'un point de vue géomatique sur comment vous gérez vos recalages de niveau pour ces archives. Sinon, j'ai une question plus pragmatique, c'est est-ce que vous avez des archives qui sont exploitables ou qui vont être exploitées pour les Outre-mer, entre autres? Et par exemple, dans mon cas, pour la Guyane, entre autres. Justement... En fait, en ligne, là, il y a eu tout un travail qui a été fait pour inventorier justement toutes les données et les mettre à diffusion. Et les mettre en ligne dans le sens où ce qui était disponible dans nos archives pouvait être accessible pour tous. Et en fait, en suivant le QR code, je crois que déjà, c'est un site en construction, il pourrait être retravaillé, mais déjà, ça permet de montrer pour différents sites le potentiel pour chacun des sites. Je crois qu'en Guyane, on en a pas mal. Il y a eu tout un travail depuis les dernières années là, de numérisation et de ce que j'appelle digitalisation, c'est vraiment l'extraction du signal de marée dans tous les marégrammes qu'on avait à notre disposition. Et après, il va falloir justement faire toute la phase de calage, vérification de la donnée, être calé au même zéro. Et ça encore, ça n'a pas pu être fait encore parce qu'il nous faut en gros un projet, il nous faut des financements globalement. Mais du potentiel, il y en a dans les Outre-mer. Il y en a beaucoup. On a une autre question ici. Moi, j'ai une question sur donc le calage par rapport à un zéro. Donc, ok, c'est fait. Mais comment est-ce que vous évaluez la stabilité de l'origine du niveau d'eau relatif que vous construisez en termes de mouvement vertical? La stabilité du zéro au cours du temps. En gros, vérifier qu'il n'y a pas de subsidence, par exemple. Là, on se base sur tous les... depuis, en fait, qu'il y a une antenne GNSS posée sur un observatoire, globalement. Comme les reconstructions, elles ont été faites majoritairement sur des sites métropolitains où on a un observatoire qui est vraiment complet. On peut voir, du coup, en fonction du temps, comment ça a été, sur les dernières 10, 20 dernières années, comment a évolué le zéro. Et en fait, on suppose, si ça n'a pas bougé en fait, sur les 20 dernières années, on suppose que c'était le cas aussi. Mais c'est vrai que c'est une supposition aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut Voilà, c'est ça. Oui. Ok, merci Alexa. On va passer à la prochaine présentation.